Chaque grand mensonge familial commence par un dossier tout mince posé sur un bureau fatigué. Gérard Dulac appuya sur le bouton de sa vieille bouilloire électrique et écouta son grondement familier qui montait peu à peu, un rituel quotidien qui le rassurait. Il déchira le sachet de café soluble, versa les granules bruns dans un grand verre, y jeta un seul morceau de sucre roux. L'eau se mit à siffler et bientôt une odeur amère et administrative se répandit dans le bureau. Un carburant brûlant et amer pour une longue journée de travail. Il ouvrit le dossier devant lui. Ses succès passés dans ce métier ne lui donnaient qu'un seul avantage douteux, celui de recevoir l'énigme suivante, encore plus embrouillée et encore plus répugnante que la précédente. Mais Gérard, bon sang, il aimait ça. Ce plaisir sadique de prendre ces dossiers anémiques, composés de quelques expertises et d'un rapport de garde à vue, et de les engraisser jusqu'à en faire des volumes épais et complets. Mais les volumes, c'était pour le procureur. Pour lui, l'essentiel, c'était le nom sur la dernière page, le nom de celui qui avait fait ça. Si tu ne le trouves pas, c'est ta propre condamnation qui sera signée. Pas tout de suite, bien sûr. D'abord, il sourirait, puis il te proposerait gentiment une petite place quelque part, au service des réclamations des retraités. En exil, dans l'oubli total. Alors oui, Gérard, il était temps de prouver encore une fois que tu valais quelque chose. Et voilà un nouveau dossier mince. À l'intérieur, l'histoire d'une élimination discrète, presque intellectuelle. Dans sa propre maison, entouré de sa famille aimante, avait terminé prématurément son chemin terrestre Ivan Charpentier, homme d'affaires de 75 ans. L'argent. Dulac prit une gorgée du liquide brûlant. Bien sûr, l'argent. Quelqu'un parmi les jeunes et les impatients en avait simplement eu assez d'attendre que le grand-père consente à partir pour l'autre monde de cause naturelle. Quels impatients ils sont tous maintenant. Ils veulent tout et tout de suite. Le fauteuil grinça de mécontentement quand Gérard se renversa contre le dossier. Charpentier. Ce nom s'accrochait quelque part dans les recoins de sa mémoire comme une écharde. Il lui semblait que ce nom était déjà apparu dans une affaire il y avait 20 ans. Lui, ou peut-être un homonyme, Dulac griffonna sur un post-it jaune. Archive Charpentier condamnation. Le petit papier prit sa place habituelle sur le cadre de l'écran. Gérard parcourut à nouveau le rapport de police. Une liste soignée, presque théâtrale, des personnages vivant dans le manoir du quartier chic de Croix-Rousse à Lyon. L'épouse Tatiana Morel, le fils Boris, la belle-fille Yasmine, le petit-fils Ivan et la figuration. Le jardinier Étienne Bonnard, l'aide ménagère Varvara, le chauffeur garde du corps Rachid, tout un aquarium dans lequel nagent les prédateurs et les petits poissons. Eh bien, les poissons nagent encore tranquillement dans leur confortable maison de la rue de la République. Il était temps de préparer le filet. Les lignes sèches du procès-verbal ne provoquaient aucune émotion. En les parcourant des yeux, Dulac réglait son diapason intérieur sur la tonalité nécessaire, froide, professionnelle, impénétrable. La première sur sa liste du jour était la veuve, et cette conversation exigeait un calibrage particulier. Au fil des années de service, il avait comme tous les autres développé une armure professionnelle, une couche protectrice de cynisme qui le préservait du chagrin d'autrui. Car la compassion était un luxe interdit dans ce métier. C'était un bruit parasite qui empêchait d'entendre la note fausse dans une partition de douleur parfaitement jouée. Pour saisir la dissonance, il fallait avoir l'oreille absolue, pas un accompagnement sentimental. Et Dulac était prêt à écouter. À exactement 10 heures, un coup discret, presque hésitant, retentit à la porte. « Entrez », prononça Gérard sans lever les yeux de ses papiers. Il entendit un léger grincement et vit la poignée tourner lentement, comme dans le doute. « Entrez donc ». « N'ayez pas peur », dit Dulac plus doucement mais avec la même fermeté administrative. La porte s'ouvrit en grinçant. Pour Dulac, les premières secondes d'une rencontre étaient toujours du papier tournesol. Le moment où la personne n'avait pas encore su le temps de mettre son masque et où sa véritable essence transparaissait sur son visage comme une encre invisible au-dessus d'une flamme de bougie. La peur, le défi, la curiosité. Il leva les yeux vers la nouvelle venue. Son armure intérieure se fissura. Quelque chose d'imperceptiblement familier dans les contours du visage, dans la façon dont elle tenait sa tête. Cela le piqua comme une écharde venue d'un passé lointain. L'habitude professionnelle céda la place à un instinct presque oublié. Dulac se leva brusquement, surpris lui-même par cette vivacité, fit un pas vers elle machinalement et prit son manteau de ses mains, puis lui indiqua la chaise. En retournant derrière son bureau, il se sentit étrangement déstabilisé. Sortit de ses rails. Elle s'assit et leurs regards se croisèrent un instant. Dans ses yeux à elle, il saisit la même chose, une ombre de reconnaissance qui passa et s'éteignit aussitôt. Elle sourit avec embarras, mais c'était le sourire de quelqu'un qui laisse à l'autre le droit de faire le premier pas dans une partie oubliée. Sa mémoire, entraînée sur des milliers de visages et de détails, fouillait fébrilement les archives du passé et revenait bredouille. Il déplaça bêtement une pile de papier pour se donner une seconde. Non, c'était une impression,
Simplement ce genre de visage. Le regard de Gérard, déjà plus celui d'un homme que d'un enquêteur, l'évalua. Une femme de plus de 50 ans, avec un visage que le temps n'avait pas abîmé, mais auquel il avait seulement donné une beauté complexe et amère. Une ligne nette des lèvres, un menton pointu et de grands yeux gris sous un foulard de deuil. Dans son sourire, un désert brûlé de fatigue. Mais après tout, pourquoi s'étonner? Elle était veuve. Gérard toussa pour retrouver son masque professionnel. Alors, bonjour. Vous êtes bien Tatiana Morel? Demanda-t-il en essayant de garder une voix égale et officielle. Oui, c'est exact. Il prit une note dans son carnet. Date et lieu de naissance, le 12 mars 1971, ville de Lille. Oui, études, enseignement supérieur non achevé, faculté d'histoire, université Lyon 2. Faculté d'histoire, université Lyon 2. Ces mots prononcés par sa voix à elle formèrent dans sa tête une mosaïque inquiétante. L'écharde du passé le piqua de nouveau, mais cette fois plus fort. L'enquêteur leva les yeux sur elle et la question lui échappa, avant qu'il n'ait pu lui donner une forme protocolaire. « Votre nom de jeune fille ?»« Julien » répondit-elle doucement. « Tatiana Julien. » Le nom résonna comme un mot de passe ouvrant les archives verrouillées de sa mémoire. Le silence du bureau devint assourdissant. Il la regardait et à travers les traits fatigués de la veuve apparaissait une autre image, vive, presque aveuglante. Gérard se renversa lentement contre le dossier de son fauteuil et les mots s'échappèrent d'eux-mêmes comme une expiration après une longue plongée sous l'eau. Mademoiselle Faculté. L'armure professionnelle s'effondra en poussière. Devant lui était assise non pas le témoin charpentier, mais Tania Julien, la jeune fille dont le portrait avait décoré le journal mural et sa propre mémoire. Le procès verbal, l'affaire, le meurtre, tout cela disparut un instant. « Tania, c'est vraiment toi ?» Elle eut un sourire en coin et dans ce sourire, il y avait plus d'amertume que de rancune. « Tu ne m'as pas reconnu, Gérard ? Je t'ai reconnu, mais pas tout de suite. Tu as beaucoup changé. » Il n'y avait aucun reproche dans sa voix, seulement une constatation. Non, ce n'est pas le mot juste. Il essaya de trouver les mots en se sentant comme un étudiant de première année maladroit. C'est juste que, tu comprends, le regard est devenu différent. À l'époque, il contenait l'anticipation. Et maintenant, les bilans, finit-elle à sa place. J'avais 19 ans, fin de 2e année. Oui, 30 ans, exhala Gérard. Presque une vie entière. Tu n'as presque pas changé, Gérard. Seulement les cheveux gris. Je t'ai reconnu tout de suite. Il y eut une pause. Ils comprenaient tous les deux qu'ils se tenaient sur une ligne dangereuse entre le passé et le présent. Et ce fut elle qui fit le premier pas en arrière vers la réalité. « Comment es-tu arrivé ici ? Je pensais que tu enseignais l'histoire. Je t'imaginais toujours directeur d'école, entouré de respect. Et te voilà enquêteur. J'ai été dans l'enseignement. » Lui aussi revenait avec effort dans son rôle. « J'ai travaillé 1 an puis l'armée et j'ai compris que l'enseignement ce n'était pas pour moi. Je suis entré à la police, puis j'ai terminé la faculté de droit. J'ai longtemps travaillé sur le terrain à la criminelle. Maintenant me voilà ici, à la brigade des investigations. Et toi, Tania, comment s'est passée ta vie ?» Elle baissa les yeux. « Pas comme je l'aurais voulu, Gérard. » Cette phrase sonna comme le déclic d'une serrure qui les séparait à nouveau. « Tu te souviens, j'ai quitté l'université. Mon mari m'a dit qu'un diplôme n'était qu'un papier et que la vraie vie était ailleurs. La vraie vie avec lui, qu'il m'achèterait n'importe quel diplôme si j'en avais besoin. J'y ai cru à l'époque. » Gérard se força à prendre son stylo. Ce geste simple le ramena dans le cadre du protocole, dans la réalité froide du bureau. Et comment tout s'est passé ensuite? Sa voix reprit son ton officiel malgré lui. Elle eut un rire amer. La vraie vie s'est révélée être une cage dorée, Gérard. Une très belle cage, bien sûr. Un manoir à Croix-Rousse, des voitures de luxe, des voyages. Mais une cage quand même. Ivan était de 20 ans mon aîné. Au début, il me couvrait de cadeaux, m'appelait sa poupée française, puis les cadeaux sont devenus des compensations pour ses absences, pour ses maîtresses, pour son mépris. Tatiana s'interrompit et regarda par la fenêtre, où le ciel gris de Lyon promettait la pluie. Il me disait que j'étais belle mais stupide, qu'une femme sans éducation ne pouvait comprendre les affaires sérieuses, que ma seule valeur était mon apparence et ma capacité à sourire aux réceptions. Tu sais ce qui est drôle ? J'ai vraiment commencé à le croire. Pendant des années, j'ai cru que j'étais juste un joli meuble dans sa collection. Gérard sentit une colère sourde monter en lui. Une colère qu'il n'avait pas le droit de ressentir en tant qu'enquêteur. Mais Tania l'avait toujours été pour lui la fille la plus brillante de leur promotion. Celle qui récitait par cœur des passages entiers de Michelet. Celle qui débattait avec les professeurs d'égal à égal. Et voilà maintenant, elle lui racontait comment on lui avait volé sa confiance en elle. « Combien de temps avez-vous été mariés ?» Il utilisa le vouvoiement pour rétablir la distance professionnelle. « 43 ans, répondit-elle simplement. 43 années à attendre quelque chose qui ne viendrait jamais. L'amour, le respect, même simplement la reconnaissance. Notre fils Boris est né la première année. Ivan était fier d'avoir un héritier, mais il n'a jamais été un père, plutôt un propriétaire.
Il a élevé Boris comme on dresse un chien, avec des récompenses pour l'obéissance et des punitions pour l'indépendance. Le garçon a grandi dans la peur et la cupidité. Elle serra ses mains l'une contre l'autre. Et moi, je regardais ça sans rien pouvoir faire. J'étais devenu invisible dans ma propre maison. Le personnel me respectait plus que mon mari. Varvara, notre aide ménagère, me consolait parfois quand elle me trouvait en larmes dans ma chambre. Elle au moins voyait que j'existais. « Parlez-moi de la soirée où c'est arrivé ?» demanda doucement Gérard. Son cœur se serrait mais il devait faire son travail. C'était un mardi soir, commença Tatiana d'une voix mécanique. Un soir comme les autres. Ivan était rentré tard de son bureau comme d'habitude. Il a dîné seul dans son cabinet. Il préférait manger sans moi. Disait que ma conversation l'ennuyait. Vers 22h, Varvara est venu me dire qu'il voulait son digestif habituel. Du cognac Rémy Martin. Toujours le même. Il en buvait un verre chaque soir avant de se coucher. C'était son rituel sacré. Elle s'arrêta, et Gérard vit ses mains trembler légèrement. « Continue », l'encouragea-t-il. Cette nuit-là, il n'est pas venu se coucher. Au début, je n'ai rien remarqué. Nous faisions chambre à part depuis des années. C'est Varvara qui l'a trouvé le lendemain matin vers 7h. Il était affalé dans son fauteuil de cuir, le verre de cognac renversé sur le tapis persan. Elle a cru d'abord qu'il s'était endormi ivre. Puis elle l'a compris. Les larmes coulaient maintenant sur les joues de Tatiana. « Je sais ce que tu penses, Gérard. Que je devrais être triste, que je devrais pleurer mon mari. Mais je ne peux pas. Je pleure sur ces 43 années perdues, sur la jeune fille que j'étais et qui a disparu. Mais lui, non. Je ne peux pas pleurer sur lui. » Gérard lui tendit un mouchoir en papier de la boîte posée sur son bureau. Ce geste simple et humain qui dépassait le cadre du protocole. « Tatiana, je dois te poser des questions difficiles maintenant. Tu comprends que dans ce genre d'affaires, la famille proche est toujours sous investigation. Où étais-tu ce soir-là entre 20h et minuit ?» Elle se moucha et le regarda droit dans les yeux. « J'étais dans ma chambre, seule. Je lisais un roman de Modiano. Vers 23h, je suis descendu à la cuisine pour me faire une tisane. Étienne le jardinier était encore là. Il travaillait tard sur ses comptes dans la petite pièce à côté des cuisines. Il m'a vu. Puis je suis remonté et je me suis couché vers minuit. Quelqu'un peut confirmer ? Étienne peut confirmer pour la tisane. Pour le reste, non, j'étais seul. » Gérard nota tout méticuleusement. Il connaissait ce travail par cœur. Chaque question, chaque détail qui pourrait se révéler important plus tard. Mais là, avec Tania, assise devant lui, chaque mot lui pesait comme une pierre. « Parle-moi de la relation entre Ivan et votre fils Boris. » Le visage de Tatiana se durcit. Boris haïssait son père. Oh, il le cachait bien, jouait le fils dévoué en public. Mais je les voyais lors des dîners de famille, les regards que Boris lançait à Ivan quand celui-ci l'humiliait devant sa femme Yasmine. Ivan traitait Boris d'incapable, disait qu'il dilapidait l'argent familial, qu'il n'était pas digne de reprendre l'empire Charpentier. Il menaçait régulièrement de le déshériter. Et Yasmine, la belle-fille ? Tatiana eut un sourire ironique. Yasmine est pire que Boris. Une femme froide, calculatrice. Elle a épousé Boris pour l'argent, ça se voyait dès le premier jour. Elle poussait constamment Boris à réclamer sa part, à exiger des comptes. Elle détestait Ivan parce qu'il contrôlait tout et ne leur laissait que des miettes. Ils vivaient dans le manoir par obligation, pas par choix. Ivan aimait les avoir sous sa coupe. Est-ce que Boris ou Yasmine auraient pu vouloir la mort d'Ivan ? Gérard posa la question cruciale. Tatiana resta silencieuse un long moment, puis elle murmura « Oui, je pense que oui. Ils en parlaient assez parfois. Je les ai entendus une nuit dans le salon. Yasmine disait qu'il devait retrouver un moyen de hâter les choses, que le vieil homme pouvait vivre encore 10 ans et qu'elle n'avait pas l'intention d'attendre jusque-là. Boris était plus prudent mais il ne la contredisait pas. Cette révélation changea l'atmosphère de l'interrogatoire. Gérard se pencha en avant. « Quand as-tu entendu cette conversation ?»« Il y a environ 3 mois. C'était tard dans la nuit, je ne dormais pas et je suis descendu pour prendre un verre d'eau. Il ne savait ni pas que j'étais là. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à Ivan ?» Elle le regarda, comme s'il avait dit quelque chose d'absurde. « Parce qu'Ivan ne m'aurait pas cru. Ou pire, il m'aurait accusé de monter son fils contre lui. Et puis, dit-elle après une hésitation, une partie de moi voulait qu'il réussisse, que cette vie de mensonges et d'humiliation se termine enfin. » Gérard laissa Tatiana partir après 2 heures d'interrogatoire. En la raccompagnant à la porte, il effleura sa main et sentit qu'elle tremblait encore. « Prends soin de toi, Tania, » murmura-t-il. Elle hocha la tête sans le regarder et disparut dans le couloir gris de la brigade. Il retourna à son bureau et resta immobile un long moment, fixant le dossier ouvert devant lui. Puis il se secoua. Le travail appelait. Il devait interroger les autres membres de la famille Charpentier et construire le puzzle de cette mort suspecte. L'après-midi même, Boris Charpentier se présenta, accompagné de son avocat. Un homme élégant aux tempes argentées qui sentait le parfum cher. Boris avait 42 ans mais en paraissait 10 de plus. Le visage bouffi, les yeux cernés,
les mains qui tremblèrent légèrement, un homme rongé par quelque chose de l'intérieur. « Monsieur Charpentier, commença Gérard, parlez-moi de vos relations avec votre père. » Boris eut un rire nerveux. « Mes relations avec mon père ? Quelles relations ? Il me considérait comme un raté, un parasite qui vivait de son argent sans rien faire pour le mériter. Peu importait que je travaille dans son entreprise depuis 20 ans, que je connaisse chaque aspect du business textile. Pour lui, je resterai toujours un enfant incompétent. » L'avocat posa une main apaisante sur le bras de Boris, mais celui-ci continua avec une amertume qui débordait. « Vous voulez savoir la vérité, inspecteur ? Mon père était un tyran. Un homme cruel qui prenait plaisir à humilier les autres. Il a détruit ma mère en 40 ans de mariage, en a fait une ombre. Il m'a détruit moi aussi, mais différemment. Il m'a volé toute confiance en moi, toute capacité à prendre des décisions. « Monsieur Charpentier, intervint l'avocat d'un ton ferme, mon client est sous le choc du deuil. Dulac ignora l'interruption. Où étiez-vous le soir du mardi 20 septembre, entre 20h et minuit ? J'étais dans ma chambre avec ma femme Yasmine. Nous avons regardé un film sur Netflix, puis nous nous sommes couchés vers 23h. Votre femme peut confirmer ? Bien sûr qu'elle peut confirmer, s'énerva Boris. Nous étions ensemble toute la soirée. Gérard nota tout avec soin. Parlez-moi de l'héritage. Quelles sont les dispositions testamentaires de votre père ? Le visage de Boris se ferma. Je ne sais pas exactement. Mon père gardait tout secret. Mais je suppose que la majorité de la fortune me revient en tant que fils unique. L'entreprise, les propriétés, les comptes en banque. C'est ce qui devrait se passer normalement. Votre père avait-il l'intention de modifier son testament récemment ? Boris hésita une fraction de seconde et Gérard nota cette hésitation. Non, pas à ma connaissance. Mais votre père vous avait menacé de déshéritage selon plusieurs témoignages. Cette fois, Boris pâlit. L'avocat se raidit. Mon père menaçait beaucoup de choses qu'il ne faisait jamais. C'était sa manière de garder le contrôle sur tout le monde. Il aimait nous voir ramper, nous voir avoir peur. Mais au final, qui d'autre aurait-il pu choisir comme héritier ? Il n'avait que moi. Gérard changea de tactique. Connaissez-vous une femme nommée Inna Levesque qui travaillait comme directrice financière dans l'entreprise de votre père ? Boris fronça les sourcils. Inna ? Oui, bien sûr, une femme brillante, très compétente. Mon père l'avait recrutée il y a 2 ans. Elle gérait tous les aspects financiers avec une précision remarquable. Pourquoi cette question ? Comment était leur relation ? Professionnelle. Inna faisait son travail. Mon père la respectait pour ses compétences. C'était rare qu'il respecte quelqu'un. Elle était l'une des rares personnes qu'il écoutait. Mais il n'y avait rien de personnel entre eux, si c'est ce que vous insinuez. Mon père avait ses maîtresses, mais Inna n'en faisait pas partie. Savez-vous d'où venait Inna Levesque ? De Marseille, je crois. Elle ne parlait jamais beaucoup de son passé. Une femme discrète, efficace. Pourquoi toutes ces questions sur elle ? Gérard ne répondit pas. Il laissa Boris partir après avoir vérifié quelques détails supplémentaires. L'avocat semblait soulagé de quitter le bureau. Le lendemain matin, ce fut au tour de Yasmine Charpentier. Elle arriva vêtue d'un tailleur noir Chanel, les cheveux tirés en un chignon parfait, le maquillage impeccable. Pas une larme, pas une trace de chagrin. Une femme de glace. « Madame Charpentier, merci d'être venue. » Elle s'assit avec grâce et croisa les jambes. « Je suppose que c'est obligatoire dans ce genre de situation, inspecteur. » Gérard sourit malgré lui. « En effet. Parlez-moi de votre beau-père. » Yasmine ne perdit pas de temps en faux semblants. Ivan Charpentier était un homme détestable, avare, méchant, manipulateur. Il rendait la vie de tout le monde misérable parce qu'il ne supportait pas que les autres soient heureux. Il humiliait Boris en public, traitait Tatiana comme une servante, nous donnait juste assez d'argent pour survivre tout en nous faisant sentir que nous étions des mendiants. C'est très direct de votre part. Pourquoi mentir ? Vous allez découvrir la vérité de toute façon. Autant gagner du temps. Oui, je détestais Ivan. Oui, j'aurais été heureuse de sa mort, mais non, je ne l'ai pas tué. Où étiez-vous le soir du 28 septembre ? Dans ma chambre avec Boris. Nous avons regardé un film, puis nous nous sommes couchés. Quel film ? Le titre m'échappe. Un thriller américain sur Netflix. Boris s'en souviendra mieux que moi. Pratique que vous ayez le même alibi. Yasmine sourit froidement. Nous sommes mariés, inspecteur. Nous partageons la même chambre, c'est assez normal. Gérard changea d'angle. Parlez-moi du testament d'Ivan Charpentier. Cette fois, une lueur d'intérêt passa dans les yeux de Yasmine. Le testament est un mystère. Ivan refusait d'en discuter avec qui que ce soit. Mais logiquement, Boris devrait hériter de tout. L'entreprise vaut plusieurs millions d'euros, sans compter les propriétés immobilières et les comptes bancaires. Nous parlons d'une fortune considérable. Et si Ivan avait changé d'avis ? Changé d'avis comment ? S'il avait décidé de déshériter Boris, par exemple. Yasmine se raidit imperceptiblement. Il n'aurait jamais osé. Boris est son seul fils, son unique héritier. Ivan aimait le tourmenter, mais il n'était pas stupide. Déshériter Boris aurait signifié donner sa fortune à qui ? À des œuvres de charité ? Ivan n'avait rien d'un philanthrope. Pourtant, il le menaçait régulièrement selon plusieurs témoignages. Des menaces vides,
des mots pour garder le contrôle. Ivan était comme ça. Il aimait voir les gens avoir peur de lui. Gérard sortit un document de son dossier. Selon les relevés bancaires de votre mari, vous avez accumulé des dettes importantes ces dernières années. Plus de 200 000 € entre les cartes de crédit et les prêts personnels. Le visage de Yasmine se durcit. Nous vivions au-dessus de nos moyens parce qu'Ivan nous y obligeait. Il fallait maintenir les apparences, porter les bonnes marques, fréquenter les bons endroits. Tout ça pour préserver l'image de la famille Charpentier. Mais il ne nous donnait qu'un salaire de misère. Alors oui, nous avons dû emprunter des dettes qui auraient disparu avec l'héritage. Exactement. C'est un excellent mobile pour un meurtre, Madame Charpentier. Yasmine le regarda droit dans les yeux sans ciller. Peut-être, mais je n'ai pas tué Ivan. Trouvez qui l'a fait et vous découvrirez que ce n'est pas moi. Elle se leva avec élégance. Sommes-nous terminés, inspecteur? Pas tout à fait. Connaissez-vous Inna Levesque? Pour la première fois, Yasmine sembla surprise. Inna? Oui, c'est la directrice financière de l'entreprise. Une femme très compétente. Pourquoi? Quel genre de personne est-elle? Yasmine réfléchit un moment. Froide, professionnelle, brillante avec les chiffres. Elle ne se mêlait jamais aux affaires familiales, gardait ses distances. Ivan avait confiance en elle, ce qui était rare. Mais je ne la connais pas personnellement. Elle venait parfois aux réceptions, mais restait toujours en retrait. Une femme énigmatique. Gérard la laissa partir et resta pensif. Deux suspects avec d'excellents mobiles, mais des alibis qui se confirmaient mutuellement. Il lui fallait creuser plus profond. L'après-midi même, il convoqua Étienne Bonnard, le jardinier. Étienne Bonnard entra dans le bureau avec la démarche lourde d'un homme habitué au travail physique. La soixantaine, les mains calleuses, le visage buriné par des années passées en plein air. Il portait une veste de travail propre mais usée et une casquette qu'il retira en s'asseyant. Un homme simple qui semblait mal à l'aise dans cet environnement administratif. « Monsieur Bonnard, depuis combien de temps travaillez-vous pour la famille Charpentier ?»« 15 ans, inspecteur. J'ai commencé comme simple jardinier et je suis devenu responsable de tout l'entretien du domaine. Les jardins, la piscine, les petites réparations. Monsieur Charpentier était satisfait de mon travail. Comment était-il comme employeur? » Étienne hésita, choisissant ses mots avec soin, exigeant, très exigeant. Il voulait que tout soit parfait, toujours, mais il payait correctement et à temps. Je n'avais pas à me plaindre, ce n'était pas vraiment une réponse. Gérard insista. Mais comment était-il en tant qu'homme? Le jardinier soupira. Difficile. Monsieur Charpentier était un homme difficile. Il criait souvent, jamais content de rien. Mais j'ai connu pire dans ma vie. On apprend à ne pas écouter les mots, juste à faire son travail. Parlez-moi du soir du 20 septembre, Étienne se racla la gorge, j'étais dans mon local, la petite pièce à côté des cuisines, je faisais mes comptes, les commandes de plantes pour l'automne. Ça me prend du temps parce que je ne suis pas très doué avec les chiffres. Quelle heure était-il? Je suis arrivé vers 20 h. J'ai travaillé jusqu'à environ 23h30. Vous avez vu quelqu'un pendant ce temps? Madame Tatiana est descendue vers 23 h pour se faire une tisane. On a échangé quelques mots. Elle m'a demandé si je voulais quelque chose. J'ai dit non merci. Elle est restée 5 minutes peut-être, puis elle est remontée. Et après, je suis parti vers 23h30. J'ai fermé mon local. Je suis sorti par la porte de service et je suis rentré chez moi. J'habite un petit appartement à 15 minutes à pied. Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel ce soir-là? Étienne fronça les sourcils comme s'il cherchait dans sa mémoire. Non, rien de spécial. Tout était calme. Monsieur Charpentier était dans son bureau comme tous les soirs. Je ne l'ai pas vu, mais sa lumière était allumée. Gérard changea de sujet brusquement. Connaissez-vous Boris et Yasmine Charpentier? Bien sûr. Ils vivent dans le manoir. Que pensez-vous d'eux? Le jardinier parut gêné. Ce n'est pas à moi de juger mes employeurs, inspecteur. Je vous demande votre opinion personnelle, pas un jugement. Étienne tortilla sa casquette entre ses mains. Monsieur Boris est un homme malheureux, toujours stressé, toujours sous pression. Son père le traitait durement. Madame Yasmine est différente, plus froide, elle ne me parle presque jamais, me regarde comme si je n'existais pas. Mais ce sont mes employeurs, je n'ai rien à dire de plus. Avez-vous déjà entendu Boris ou Yasmine parler de se débarrasser d'Ivan Charpentier? Étienne pâlit légèrement. Non, jamais. Je ne les espionne pas, inspecteur. Je fais mon travail et je m'occupe de mes affaires. Gérard le fixa intensément. Monsieur Bonnard, dans une enquête pour meurtre, tout le monde est suspect jusqu'à preuve du contraire. Même vous. Aviez-vous une raison de vouloir la mort d'Ivan Charpentier? Moi? Étienne sembla sincèrement choqué. Non, aucune raison. Pourquoi j'aurais voulu sa mort? C'était mon gagne-pain. Maintenant, je ne sais même pas si je vais garder mon emploi avec la succession. Pourtant, selon les dossiers du personnel, Ivan Charpentier vous avait menacé de licenciement il y a 6 mois pour une erreur dans l'entretien de la piscine. Le jardinier baissa la tête. C'est vrai, il y avait eu un problème avec le système de filtration. Monsieur Charpentier était furieux, il a dit qu'il me renverrait. Mais finalement, il ne l'a pas fait. J'ai réparé le problème et tout est rentré dans l'ordre. Vous étiez en colère contre lui?
Étienne leva les yeux avec une expression de lassitude. « Inspecteur, j'ai 63 ans. J'ai travaillé toute ma vie pour des patrons difficiles. On apprend à encaisser les humiliations, à courber la tête et à continuer. Être en colère ne sert à rien. On fait son travail, on prend son salaire, on rentre chez soi. C'est tout. » Gérard le laissa partir, mais garda une note dans son dossier. Étienne Bonnard cachait quelque chose, il en était certain. Le regard fuyant, les mains qui tremblaient légèrement. Cet homme avait peur. Le jour suivant, Gérard convoqua Rachid Hamadi, le chauffeur et garde du corps d'Yvan Charpentier. Un homme d'une quarantaine d'années, athlétique, avec des yeux noirs perçants et une présence imposante. Il s'assit avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait peur de rien. « Monsieur Hamadi, depuis combien de temps travailliez-vous pour Yvan Charpentier ?»« 8 ans, répondit Rachid d'une voix grave. J'étais son chauffeur et son garde du corps. Je l'accompagnais partout, je veillais à sa sécurité. Quelle était votre relation avec lui ? Professionnelle. Monsieur Charpentier payait bien pour mes services et j'assurais sa protection. C'était un arrangement qui convenait aux deux parties. Il vous traitait comment ? Rachid haussa les épaules, comme un employé. Il n'était pas particulièrement gentil, mais pas méchant non plus avec moi. Il savait qu'il avait besoin de moi. Un homme riche comme lui avait des ennemis. Je le protégeais de ses ennemis. Quels ennemis ? Des concurrents en affaires, des gens qu'il avait ruinés dans le passé. Monsieur Charpentier n'était pas tendre dans les négociations. Il écrasait ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Certains n'oublièrent pas. « Donnez-moi des noms. » Rachid secoua la tête. « Je ne connais pas les noms. Monsieur Charpentier ne me parlait pas de ses affaires. Mais je voyais les regards, les menaces voilées lors des réceptions. Je sentais le danger. C'était mon travail de le sentir. Le soir du 20 septembre, où étiez-vous ? J'avais terminé ma journée à 19h. Monsieur Charpentier n'avait plus besoin de moi, il restait à la maison pour la soirée. Je suis rentré chez moi à Vaux-en-Velin. Ma femme peut confirmer. Vous n'êtes pas retourné au manoir cette nuit-là ? Non. Pourquoi serais-je retourné ? Ma journée était finie. Gérard sortit une photo de son dossier. Reconnaissez-vous cette femme ? C'était une photo d'Inna Levesque prise lors d'une réception d'entreprise. Rachid examina la photo attentivement. Oui, c'est mademoiselle Levesque. Elle travaille pour l'entreprise. Une femme intelligente, très professionnelle. Monsieur Charpentier avait beaucoup de respect pour elle. Vous la connaissiez bien ? Rachid eut un sourire énigmatique. Je conduis les gens, inspecteur. Je les observe dans le rétroviseur. J'ai conduit mademoiselle Levesque plusieurs fois. Elle ne parlait jamais, regardait toujours par la fenêtre. Une femme avec des secrets, je pense. Quels secrets ? Je ne sais pas. Mais on reconnaît les gens qui portent un fardeau. Elle en portait un, lourd. Dans ses yeux, il y avait quelque chose de froid, de déterminé. Comme quelqu'un qui attend le bon moment. Le bon moment, pourquoi ? Rachid haussa à nouveau les épaules. Ce n'est pas à moi de spéculer, inspecteur. C'est votre travail, pas le mien. Mais si vous me demandez mon opinion personnelle, cette femme n'était pas là par hasard. Elle avait une raison d'être proche de monsieur Charpentier. Et cette raison n'était pas seulement professionnelle. Après le départ de Rachid, Gérard resta songeur. Tous les témoignages convergeaient vers Inna Levesque, cette femme mystérieuse qui était apparue dans la vie d'Yvan Charpentier il y a 2 ans. Brillante, compétente, respectée, mais avec quelque chose de caché, quelque chose de sombre dans son passé. Il était temps de creuser plus profond. Gérard passa le reste de la journée à éplucher les dossiers du personnel de l'entreprise Charpentier. Le CV d'Inna Levesque était impressionnant. Diplômé de Sciences Po, master en finance, expérience dans plusieurs grandes entreprises. Mais en remontant plus loin, il trouva quelque chose d'étrange. Avant 2015, il n'y avait presque aucune trace d'Inna Levesque, comme si elle avait surgi de nulle part. Gérard demanda à son collègue des archives de faire des recherches approfondies sur Inna Levesque. Il fallait remonter plus loin, trouver d'où elle venait vraiment. En attendant les résultats, il décida d'interroger la personne qui connaissait peut-être le mieux les secrets du manoir Charpentier, la femme qui vivait dans l'ombre et voyait tout. Varvara Petrova arriva le lendemain matin. Une femme d'une 50aine d'années, mince, avec des traits slaves marqués et des yeux bleus perçants. Elle portait une robe simple et noire, les cheveux tirés en arrière. Une présence discrète mais une intelligence visible dans son regard. « Madame Petrova, merci d'être venue. Asseyez-vous, je vous prie. » Elle s'assit avec raideur, les mains croisées sur ses genoux. « Je suis à votre disposition, inspecteur. Depuis combien de temps travaillez-vous pour la famille Charpentier ? » 12 ans. Je suis arrivé en France en 2013 de Saint-Pétersbourg. Madame Tatiana m'a engagé comme aide ménagère. Je m'occupe de la maison, du linge, des repas. Comment avez-vous trouvé cet emploi ? Par une agence spécialisée dans le placement de personnel russe. Madame Tatiana voulait quelqu'un qui parle russe pour lui tenir compagnie. Monsieur Charpentier avait des affaires en Russie dans les années 90. Il aimait avoir une employée russophone. Parlez-moi de votre relation avec Tatiana Charpentier. Varvara eut un sourire triste. Madame Tatiana est une femme bonne. Trop bonne pour la vie qu'elle a eue. Elle souffrait beaucoup dans ce mariage.
Monsieur Charpentier la traitait comme un meuble, quelque chose de décoratif mais sans valeur réelle. Je la consolais souvent quand elle pleurait. Nous sommes devenus proches au fil des années. Plus que employeur et employé, presque des amis. Et votre relation avec Ivan Charpentier, le visage de Varvara se ferma. Professionnel uniquement. Je faisais mon travail, il me payait. Nous ne parlions pas beaucoup. Il n'aimait pas les domestiques qui posaient des questions ou qui donnaient leur avis. Que s'est-il passé le soir du 20 septembre ? Varvara prit une inspiration profonde. C'était une soirée normale. J'ai servi le dîner à Monsieur Charpentier dans son bureau vers 20 h. Il mangeait toujours seul, n'aimait pas partager ses repas. Ensuite, je suis monté au premier étage pour ranger la chambre de Madame Tatiana. Vers 22 h, Monsieur Charpentier a sonné. Il voulait son cognac habituel. Vous le lui avez apporté ? Oui. Je suis descendu à la cave chercher la bouteille de Rémy Martin qu'il préférait. J'ai versé un verre, je le lui ai apporté dans son bureau. Il ne m'a même pas regardé, juste fait un geste de la main pour que je parte. Quelle heure était-il exactement ? 22h15 environ. J'ai regardé l'horloge dans le couloir en sortant. Et après, je suis remonté continuer mon travail. Vers 23 h, j'ai terminé. Et je suis allé dans ma chambre au dernier étage. J'ai lu un peu, puis je me suis couché vers minuit. Vous n'avez rien entendu d'inhabituel pendant la nuit ? Non, rien. Ma chambre est tout en haut, loin du bureau de Monsieur Charpentier. Les murs sont épais dans cette vieille maison. Gérard se pencha en avant. Madame Petrova, vous étiez la dernière personne à avoir vu Ivan Charpentier vivant. Vous lui avez servi le cognac qui contenait le poison. Comment expliquez-vous cela ? Varvara pâlit, mais son regard resta ferme. Je n'ai pas empoisonné Monsieur Charpentier. Le cognac venait directement de la cave, une bouteille fermée. Je l'ai ouverte devant lui, j'ai versé le verre et je suis parti. Si quelqu'un a mis du poison, ce n'était pas moi. Pourtant, vous aviez accès à toute la maison, à toutes les bouteilles. Vous connaissiez ses habitudes ? Oui. Et alors ? La moitié des gens dans ce manoir connaissaient ses habitudes. Boris, Yasmine, Étienne, Rachid, même Madame Tatiana. Pourquoi moi spécifiquement ? Parce que vous lui en vouliez peut-être pour la façon dont il traitait Tatiana. Varvara secoua la tête avec véhémence. Si j'avais voulu tuer tous les hommes qui traitent mal leurs femmes, la moitié de Saint-Pétersbourg serait morte. Non, inspecteur, ce n'est pas moi. Gérard changea de tactique. Parlez-moi d'Ina Levesque. Pour la première fois, Varvara montra une réaction forte. Ses yeux s'élargirent légèrement et ses mains se crispèrent. Pourquoi me parlez-vous d'elle ? Répondez à ma question. Comment la connaissez-vous ? Varvara hésita longuement. Mademoiselle Levesque venait parfois au manoir pour des réunions avec Monsieur Charpentier. Une femme très professionnelle, toujours élégante, mais distante. Elle ne parlait jamais avec le personnel. Vous ne vous êtes jamais parlé ? Si, une fois. Varvara sembla mal à l'aise. C'était il y a environ 6 mois. Je sortais de la cuisine et elle attendait dans le hall. Nos regards se sont croisés et elle m'a parlé en russe. J'ai été surprise. Elle m'a demandé depuis combien de temps je travaillais pour les Charpentiers. Si je les connaissais bien. Des questions étranges. Qu'avez-vous répondu ? Que je travaillais là depuis des années, que je m'occupais de la maison ? Elle m'a regardé avec une intensité troublante et elle a dit quelque chose de bizarre. Elle a dit que les péchés du passé finissent toujours par être payés, que la justice arrive même quand on ne l'attend plus. Puis elle est partie comme si de rien n'était. Vous ne lui avez pas demandé ce qu'elle voulait dire ? Varvara secoua la tête. On ne pose pas ce genre de questions à quelqu'un comme Mademoiselle Levesque. Elle avait l'air dangereuse, comme une femme capable de tout. J'ai préféré l'éviter après ça. Gérard sentit qu'il touchait à quelque chose d'important. Savez-vous d'où venait Ina Levesque ? Je ne sais pas exactement. Marseille, peut-être. Mais elle parlait russe, parfaitement, sans accent français, comme si elle avait vécu en Russie. C'est étrange pour quelqu'un censé avoir grandi en France. Avez-vous remarqué autre chose à son sujet ? Varvara réfléchit. Une fois, elle a laissé tomber son sac dans le hall, des papiers se sont éparpillés, et je l'ai aidée à les ramasser. J'ai vu une vieille photographie qui est tombée, une photo de famille avec une petite fille. La photo avait l'air ancienne, des années 90 peut-être. Mademoiselle Levesque l'a récupérée très vite, presque arrachée de mes mains. Elle semblait troublée. Vous avez reconnu quelqu'un sur cette photo ? Non, je n'ai eu le temps de voir qu'un couple avec une enfant. Mais le dos de la photo avait quelque chose d'écrit en russe. Quoi exactement ? Varvara ferma les yeux pour se souvenir. Quelque chose comme Marseille, été 1995. C'est tout ce que j'ai pu lire avant qu'elle ne la reprenne. Gérard nota tout avec excitation. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Marseille, 1995, une famille russe. Il fallait vérifier les archives. Après le départ de Varvara,
Gérard reçut enfin le rapport de son collègue des archives. Le dossier sur Inna Levesque contenait une découverte troublante. Avant 2015, il n'y avait effectivement aucune trace d'Inna Levesque dans les bases de données françaises. Mais en élargissant la recherche, ils avaient trouvé quelque chose. En 2015, une certaine Inna Sokolova avait fait une demande de changement de nom auprès des autorités françaises. Elle était devenue Inna Levesque. Le dossier contenait aussi son acte de naissance. Née en 1985 à Saint-Pétersbourg, parents Nicolas et Sophie Sokolov. La famille avait immigré en France en 1994 et s'était installée à Marseille. Gérard sentit son pouls s'accélérer, il chercha plus loin dans les archives de Marseille. En 1995, un drame terrible s'était produit. Nicolas Sokolov, homme d'affaires russe installé à Marseille, s'était suicidé après avoir fait faillite. 3 semaines plus tard, sa femme Sophie était morte dans l'incendie de leur maison. Leur fille de 10 ans, Inna Sokolova, était devenue orpheline. Gérard relut le dossier 3 fois, chaque lecture révélant de nouvelles connexions troublantes. Une famille russe détruite en 1995 à Marseille, une petite fille de 10 ans laissée seule au monde, et 20 ans plus tard, cette même petite fille réapparaissait dans la vie d'Ivan Charpentier sous un nouveau nom. Ce n'était pas une coïncidence. Il plongea plus profondément dans les archives marseillaises. Le dossier sur la faillite de Nicolas Sokolov était mince mais révélateur. L'homme avait monté une petite entreprise d'import-export de tissus entre la Russie et la France. Les affaires marchaient bien jusqu'à ce qu'un concurrent plus puissant ne l'écrase. Ce concurrent avait utilisé des méthodes déloyales, corruption de fournisseurs, dumping de prix, campagne de diffamation. Nicolas Sokolov avait tout perdu en 3 mois. Sa maison, ses économies, sa réputation. Désespéré, criblé de dettes, il s'était pendu dans son bureau vide. Le nom du concurrent n'apparaissait nulle part dans le dossier officiel, mais Gérard savait où chercher. Il contacta un ancien collègue de la police judiciaire de Marseille qui avait travaillé sur des affaires économiques dans les années 90. La réponse arriva le soir même par courriel. Son collègue se souvenait parfaitement de l'affaire Sokolov. À l'époque, tout le monde savait qui était derrière la chute de Nicolas Sokolov, mais personne ne pouvait rien prouver. L'homme était trop puissant, trop bien protégé. Il s'appelait Ivan Charpentier. Gérard sentit un frisson lui parcourir l'échine. Voilà donc le lien. Ivan Charpentier avait détruit la famille d'Inna il y a 20 ans. Elle avait 10 ans quand son père s'était suicidé. 10 ans quand elle avait tout perdu. Et elle avait passé 20 années à préparer sa vengeance. Le lendemain matin, Gérard se rendit au manoir Charpentier sans prévenir. Il voulait fouiller le bureau d'Ivan, examiner ses documents personnels. Peut-être trouverait-il une preuve supplémentaire du lien avec la famille Sokolov. Tatiana l'accueillit à la porte. Elle portait une robe grise simple et ses cheveux étaient détachés sur ses épaules. Elle sembla surprise de le voir. « Gérard, je ne t'attendais pas. Je suis désolée de venir sans prévenir. J'ai besoin d'examiner le bureau de ton mari. » Elle hocha la tête silencieusement et le guida à travers la maison. Le manoir était immense, décoré avec un goût clinquant qui criait la richesse sans élégance. Des tableaux coûteux aux murs, des meubles anciens, des tapis persans. Tout était parfait et froid comme un musée. Le bureau d'Ivan se trouvait au rez-de-chaussée. Une grande pièce lambrissée de chêne avec une vue sur le jardin. Un bureau massif trônait au centre, entouré de bibliothèques remplies de livres qui n'avaient probablement jamais été lus. Sur le bureau, un verre de cognac renversé avait laissé une tache sombre sur le cuir du sous-main. « Tu peux rester si tu veux », dit Gérard doucement à Tatiana. Elle secoua la tête. « Non, je ne peux pas entrer dans cette pièce. Trop de souvenirs. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. » Elle partit et Gérard se retrouva seul dans le sanctuaire d'Ivan Charpentier. Il commença méthodiquement à fouiller les tiroirs. Des documents d'affaires, des contrats, des relevés bancaires. Rien d'inhabituel. Puis dans le tiroir du bas, caché sous une pile de vieux magazines, il trouva un dossier étiqueté « Marseille, 1995 ». Gérard l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, des coupures de journaux sur la faillite de Nicolas Sokolov, des documents légaux, des lettres de menaces envoyées par les créanciers de Sokolov. Et au fond du dossier, une photographie. C'était une photo de famille prise sur un bateau. Un couple souriant avec une petite fille d'environ 8 ans entre eux. La fillette avait de longs cheveux noirs et des yeux sombres pétillants de joie. Au dos de la photo, une inscription manuscrite en russe. Gérard ne lisait pas le cyrillique, mais il reconnut les chiffres. 1993. Pourquoi Ivan gardait-il cette photo? Pourquoi conservait-il un dossier sur une famille qu'il avait détruite 20 ans auparavant? La réponse était évidente. Ivan savait. Il savait qu'Inna Levesque était en réalité Inna Sokolova. Il savait qu'elle était la fille de l'homme qui l'avait poussé au suicide. Et il l'avait quand même engagée. Pourquoi?
Par arrogance, par curiosité malsaine, ou peut-être par un sentiment de culpabilité tordue. Gérard entendit des pas derrière lui. Il se retourna et vit Varvara dans l'embrasure de la porte. « Madame Tatiana m'a demandé de vous apporter du café », dit-elle en posant un plateau sur une petite table. « Merci. » Gérard montra la photographie. « Vous reconnaissez cette famille ?» Varvara s'approcha et examina la photo. Son visage se figea. « Oui, » murmura-t-elle. « C'est la photo que mademoiselle Levesque avait dans son sac. La même famille. Vous savez qui ils sont ?» Elle hésita puis parla à voix basse. « J'ai fait des recherches après notre conversation d'hier. Je me souvenais vaguement d'une histoire que monsieur Charpentier avait racontée un soir où il avait trop bu. C'était il y a des années. Il parlait de ses conquêtes en affaires, de tous ceux qu'il avait écrasés pour bâtir son empire. Il riait en évoquant un Russe stupide de Marseille qui s'était pendu parce qu'il était trop faible pour les affaires. Il trouvait ça drôle. » Gérard sentit la colère monter en lui. « Et vous n'avez rien dit ?» Varvara le regarda avec des yeux pleins de tristesse. « À qui aurais-je dit, inspecteur ? J'étais une employée étrangère dans une maison de riches. Qui m'aurait écouté ? Et de toute façon, ce n'était pas illégal ce qu'il avait fait. Juste immoral. » Elle marqua une pause, mais quand j'ai vu mademoiselle Levesque avec cette photo, j'ai compris. Elle était cette petite fille, elle était revenue pour le faire payer. Vous le saviez et vous n'avez rien fait ? Varvara eut un sourire triste. Qu'aurais-je dû faire ? Prévenir monsieur Charpentier ? Cet homme qui terrorisait tout le monde, qui avait détruit des vies sans remords ? Non, inspecteur, je n'ai rien dit. Peut-être que dans mon cœur, je voulais qu'elle réussisse. Peut-être que je pensais que c'était justice. Gérard empocha la photographie et sortit du bureau. Il devait maintenant confronter Ina Levesque, mais d'abord, il voulait en savoir plus sur ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Il retourna à son bureau et examina à nouveau les rapports toxicologiques. Le poison utilisé était du cyanure de potassium, une substance extrêmement mortelle. Quelques milligrammes suffisaient pour tuer un homme en quelques minutes. Le cognac contenait une dose massive bien au-delà du nécessaire. C'était l'œuvre de quelqu'un qui voulait être absolument certain que sa victime mourrait. Le rapport indiquait aussi quelque chose d'intéressant. Le cyanure avait été mélangé avec une substance appelée dulcine, un édulcorant qui masquait le goût amer du poison. Cela nécessitait des connaissances en chimie. Une préparation minutieuse. Ce n'était pas un crime passionnel improvisé. C'était un meurtre planifié dans les moindres détails. Gérard appela le laboratoire et demanda une analyse plus approfondie de la bouteille de cognac trouvée dans le bureau d'Ivan. La réponse arriva quelques heures plus tard. La bouteille elle-même ne contenait pas de poison. Seul le verre qu'Ivan avait bu était empoisonné. Cela signifiait que le poison n'avait pas été ajouté à la bouteille, mais directement dans le verre. Mais par qui ? Varvara avait servi le cognac et jurait n'avoir rien mis dedans. Boris et Yasmine étaient dans leur chambre. Étienne était dans son local, Rachid était rentré chez lui. Qui restait-il ? Il examina à nouveau le planning des allées et venues ce soir-là. Ina Levesque avait quitté le bureau de l'entreprise à 18h. Elle habitait un appartement dans le quartier de la Presqu'île, à 20 minutes en voiture du manoir Charpentier. Personne ne pouvait confirmer où elle était entre 20h et minuit. Gérard décida qu'il était temps de l'interroger. Il appela l'entreprise Charpentier et demanda à parler à Ina Levesque. La secrétaire lui répondit qu'elle n'était pas venue travailler depuis la mort de monsieur Charpentier. Elle était en congé maladie. Gérard nota l'adresse de son appartement et décida de s'y rendre immédiatement. En chemin, il reçut un appel de son collègue des archives. Ils avaient trouvé quelque chose d'important. Après la mort de ses parents, Inna Sokolova avait été placée dans une famille d'accueil à Marseille. Elle y était restée jusqu'à ses 18 ans, puis avait disparu des radars pendant 2 ans. En 2005, elle était réapparue à Paris et avait commencé des études de finance à Sciences Po. Elle avait brillamment réussi, obtenu son diplôme avec mention, puis travaillé pour plusieurs grandes entreprises. Et en 2023, elle avait postulé pour le poste de directrice financière chez Charpentier Textile. Gérard arriva devant l'immeuble d'Ina Levesque dans le 6e arrondissement de Lyon. Un bâtiment élégant de style haussmannien avec des balcons en fer forgé et des portes vitrées. Il sonna à l'interphone. Pas de réponse. Il sonna à nouveau, plus longuement. Enfin, une voix féminine froide résonna dans le haut-parleur. « Oui, mademoiselle Levesque, inspecteur Dulac de la brigade criminelle. J'aurais besoin de vous parler. » Un long silence suivit, puis le bourdonnement de la porte qui s'ouvrait. 3e étage, porte de gauche. Gérard monta lentement les escaliers, préparant mentalement son interrogatoire. Il savait maintenant qu'Inna avait un mobile puissant. La question était de savoir si elle avait eu l'opportunité et comment elle s'y était prise. La porte de l'appartement était entr'ouverte. Il entra dans un espace minimaliste et épuré. Des murs blancs, des meubles modernes, peu de décoration. Seule une bibliothèque remplie de livres apportait une touche personnelle. Ina Levesque se tenait près de la fenêtre, tournée vers la lumière grise de novembre. Elle portait un pantalon noir et un pull en cachemire beige. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière, révélant un visage aux traits fins et déterminés.
Elle se retourna lentement et Gérard fut frappé par l'intensité de son regard sombre. « Inspecteur, dit-elle d'une voix neutre. Je vous attendais. » Gérard s'assit sans y être invité. « Vraiment? Pourquoi ? » Parce que vous êtes intelligent. Vous avez forcément fait le lien entre mon passé et Ivan Charpentier. C'était juste une question de temps. Elle s'assit en face de lui avec une élégance tranquille. Autant gagner du temps. Oui, je suis Inna Sokolova. Oui, Ivan Charpentier a détruit ma famille. Oui, j'ai attendu 20 ans pour me venger. Cette franchise brutale déstabilisa Gérard un instant. Vous admettez avoir tué Ivan Charpentier ? Inna eut un sourire glacial. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que j'ai attendu 20 ans pour me venger. La vengeance prend plusieurs formes, inspecteur. Arrêtez de jouer avec les mots. Parlez-moi de votre famille. Le visage d'Inna se durcit. Que voulez-vous savoir ? Comment Ivan Charpentier les a détruits ? Comment mon père s'est pendu dans un bureau vide pendant que ma mère et moi attendions à la maison ? Comment ma mère est morte 3 semaines plus tard dans un incendie que les pompiers ont déclaré accidentel mais que je sais avoir été un suicide ? Comment je me suis retrouvée orpheline à 10 ans ? Ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil, sans rien ni personne. Gérard écoutait, sentant la rage contenue dans chaque mot. « Racontez-moi tout depuis le début. » Inna se leva et marcha vers la fenêtre, le dos tourné à Gérard. Quand elle commença à parler, sa voix était détachée, presque clinique, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Mon père, Nicolas Sokolov, était un homme bon. Trop bon pour le monde des affaires peut-être. Il avait monté une petite entreprise d'import-export de tissus entre la Russie et la France après notre arrivée à Marseille en 1994. Nous n'étions pas riches, mais nous étions heureux. Mon père travaillait dur, ma mère s'occupait de moi et de la maison. Nous avions des projets, des rêves. Elle se tut un instant, perdue dans ses souvenirs. Puis Ivan Charpentier est apparu. Il voulait le marché que mon père avait développé avec les fournisseurs russes. Il a d'abord essayé de racheter l'entreprise pour une somme dérisoire. Mon père a refusé. Alors Charpentier a décidé de nous détruire. Comment ? Inna se retourna, ses yeux brillants d'une fureur froide. Méthodiquement. D'abord, il a corrompu nos principaux fournisseurs en Russie, leur offrant des contrats plus juteux s'ils rompaient avec nous. Puis il a lancé une campagne de diffamation, faisant courir le bruit que mon père était un escroc, qu'il livrait de la marchandise de mauvaise qualité. Les clients ont commencé à annuler leurs commandes. En 3 mois, nous n'avions plus rien. Mon père a essayé de se battre, d'aller en justice. Mais Charpentier avait des avocats, de l'argent, des connexions. Nous n'avions rien. Les dettes se sont accumulées. La banque a saisi notre maison. Mon père ne dormait plus, ne mangeait plus. Il était devenu un fantôme. Elle s'arrêta, la voix légèrement tremblante pour la première fois. Le 15 août 1995, mon père est allé à son bureau vide pour une dernière fois. Il s'est pendu avec sa cravate, celle que ma mère lui avait offerte pour leur 10e anniversaire de mariage. J'avais 10 ans, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Je savais juste que papa ne reviendrait plus. Gérard sentit sa gorge se serrer mais il resta silencieux. Inna avait besoin de raconter son histoire jusqu'au bout. Ma mère n'a pas survécu à sa mort, elle s'est effondrée. Psychologiquement d'abord, puis physiquement. 3 semaines après l'enterrement de mon père, notre petite maison de location a pris feu dans la nuit. Les pompiers ont dit que c'était un accident, un court-circuit électrique. Mais je sais la vérité. Ma mère avait laissé une lettre pour moi chez les voisins. Elle me disait qu'elle ne pouvait plus continuer, qu'elle me demandait pardon, qu'elle m'aimait. Elle s'est immolée volontairement pour me rejoindre mon père. Et moi ? Inna eut un rire amer. Moi, j'ai été placé dans le système. Famille d'accueil après famille d'accueil. Personne ne voulait vraiment d'une petite Russe traumatisée qui faisait des cauchemars toutes les nuits. J'ai appris très jeune à ne compter que sur moi-même, à cacher mes émotions, à survivre. Qu'avez-vous fait après vos 18 ans ? Inna retourna s'asseoir. J'ai disparu pendant 2 ans. Je ne veux pas parler de cette période. Disons simplement que j'ai fait ce qu'il fallait pour gagner de l'argent et survivre. Puis j'ai décidé que je ne serais plus jamais une victime. Je me suis inscrite à Sciences Po en utilisant un faux nom, de faux documents. J'ai excellé dans mes études. J'ai découvert que j'avais un don pour les chiffres, pour la finance. Et pendant tout ce temps, j'avais un seul but, une seule obsession. Détruire Ivan Charpentier comme il avait détruit ma famille. Comment l'avez-vous retrouvé ? Inna sourit froidement. Je ne l'avais jamais perdu de vue. Pendant toutes ces années, je suivais sa carrière, ses succès, sa vie de famille parfaite. Je lisais tout ce qui le concernait dans la presse. Je connaissais son entreprise mieux que lui-même. J'attendais le bon moment pour entrer dans sa vie. Pourquoi avez-vous attendu si longtemps ? Parce que je voulais être certaine de réussir. Je devais être assez compétente pour qu'il m'engage, assez crédible pour qu'il me fasse confiance. Je devais tout planifier parfaitement. Une vengeance ratée aurait été pire que pas de vengeance du tout. Elle se pencha en avant. Il y a 2 ans, j'ai postulé pour le poste de directrice financière chez Charpentier Textile. Mon CV était impeccable, mes références excellentes. Il m'a engagée immédiatement. Il ne m'a pas reconnu, bien sûr. Comment l'aurait-il pu ?
J'étais une petite fille de 10 ans la dernière fois qu'il m'avait vue. J'étais maintenant une femme de 38 ans avec un nom différent, une apparence différente. Mais vous l'avez reconnue. Ina hocha la tête. Oh oui. Dès que je suis entré dans son bureau pour l'entretien d'embauche, j'ai reconnu sa voix, son visage, son arrogance. Tout en moi criait de lui sauter à la gorge, mais je me suis contrôlé. J'ai souri. J'ai été professionnel. J'ai joué mon rôle à la perfection. Gérard sortit la photographie trouvée dans le bureau d'Ivan. Pourquoi gardait-il cette photo de votre famille? Le visage d'Inna se crispa, parce qu'il savait qui j'étais. Quoi? Il m'a reconnu environ 6 mois après mon embauche. Un jour, il m'a convoqué dans son bureau et il a posé cette photo sur la table entre nous. Il a dit « Vous pensiez vraiment que je ne saurais pas qui vous êtes, Inna Sokolova ?» Il connaissait mon vrai nom. Il savait tout depuis le début. Il vous a laissé travailler pour lui en sachant qui vous étiez? Inna eut un sourire amer. Oui, vous savez pourquoi? Parce qu'il trouvait ça amusant. Il aimait me voir chaque jour, sachant que je le haïssais, sachant que je ne pouvais rien faire contre lui. C'était un jeu pour lui, une démonstration de pouvoir. Il me disait que j'étais comme mon père, faible et impuissante, qu'il avait gagné il y a 20 ans et qu'il continuerait à gagner. C'était sa plus grande erreur. Gérard regarda Inna intensément. Alors, vous avez décidé de le tuer? Inna se leva et marcha vers sa bibliothèque. Elle sortit un livre ancien, l'ouvrit et en retira une enveloppe jaunie. Elle la tendit à Gérard. « Lisez ceci d'abord. Ensuite, je vous raconterai comment je l'ai fait. » Gérard ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, une lettre manuscrite en français avec une écriture élégante mais tremblante. C'était la dernière lettre de Sophie Sokolova à sa fille. Les mots étaient déchirants. Une mère qui expliquait à son enfant pourquoi elle ne pouvait plus continuer, pourquoi la douleur était trop forte, pourquoi elle choisissait de rejoindre son mari. Mais à la fin de la lettre, il y avait quelque chose de troublant. Sophie écrivait que ce n'était pas la faute d'Inna, que la seule personne coupable était Ivan Charpentier. Elle suppliait sa fille de ne pas chercher la vengeance, de vivre sa vie, d'être heureuse. Mais si un jour la justice ne pouvait être obtenue autrement, alors elle devrait faire ce qui était nécessaire. Gérard posa la lettre. « Votre mère vous demandait de ne pas chercher la vengeance. » Inna reprit la lettre avec douceur. « Ma mère était à bout, inspecteur. Elle ne savait plus ce qu'elle disait. Mais moi je savais une chose avec certitude. Un homme qui détruit des familles sans remords, qui rit de leurs souffrances, qui trouve amusant de torturer psychologiquement la fille de ses victimes, cet homme ne mérite pas de vivre. Racontez-moi comment vous avez fait. » Inna retourna s'asseoir, retrouvant son calme glacial. C'était d'une simplicité enfantine une fois que j'avais décidé. J'ai passé des mois à observer Ivan, à étudier ses habitudes. Chaque soir, il buvait un verre de cognac Rémy Martin dans son bureau. Un rituel sacré. C'était sa faiblesse, son moment de vulnérabilité. Comment avez-vous obtenu le poison? Inna eut un sourire énigmatique. Internet est une ressource merveilleuse quand on sait où chercher. Le cyanure de potassium n'est pas si difficile à obtenir si on a les bonnes connexions et l'argent nécessaire. J'ai mis 2 ans à préparer le mélange parfait, à trouver le bon dosage, à ajouter la dulcine pour masquer le goût amer. J'ai testé sur des rats d'abord. Efficacité garantie en moins de 5 minutes. Vous êtes chimiste? Non, mais j'apprends vite. Et j'avais 20 ans pour perfectionner mon plan. Gérard sentit un frisson le parcourir. Cette femme était terrifiante dans sa détermination froide. Comment avez-vous mis le poison dans le verre d'Ivan? Inna se leva et marcha vers sa cuisine. Elle revint avec une petite bouteille en verre sombre, pas plus grande qu'un flacon de parfum. Elle la posa sur la table entre eux. Voilà ce qui restait. Le poison était dans cette fiole. Le soir du 20 septembre, je savais qu'Ivan serait à la maison. Je connaissais son emploi du temps par cœur. J'ai quitté le bureau à 18h comme d'habitude. Puis je suis retourné au manoir vers 21h. Comment êtes-vous entré? Inna eut un sourire ironique. J'avais une clé. Ivan me l'avait donnée lui-même 6 mois auparavant. Il voulait que j'aie accès à son bureau personnel pour des documents urgents parfois. Il me faisait confiance professionnellement, même s'il me méprisait personnellement. C'était son erreur fatale. Vous êtes entré dans le manoir sans que personne vous voie? Inna hocha la tête. La famille était occupée. Chacun dans sa chambre. Varvara rangeait à l'étage. Étienne était dans son local. J'ai utilisé la porte de service qui donne directement sur le jardin. Personne ne m'a vu. Je connaissais chaque recoin de cette maison, chaque angle mort des caméras de surveillance. J'avais tout étudié pendant 2 ans. Et ensuite, je suis allé directement dans son bureau. Ivan était là, assis à son bureau, travaillant sur des documents. Il a levé les yeux quand je suis entré. Il n'a même pas eu l'air surpris. Il a souri de ce sourire méprisant que je détestais tant. Il a dit: « Tiens, la petite Sokolova, vous venez m'apporter du travail à cette heure tardive? Qu'avez-vous fait ?» Inna prit une longue inspiration. J'ai sorti de mon sac une bouteille de cognac arménien, un ararat très rare. Je lui ai dit que je revenais d'un voyage d'affaires à Erevan, que j'avais négocié un contrat important pour l'entreprise, que je voulais le remercier de m'avoir fait confiance en me donnant cette opportunité.
que ce cognac était un cadeau pour célébrer notre succès. Le mensonge parfait. Ivan adorait être flatté, adorait les cadeaux coûteux. Il a pris la bouteille, l'a examinée avec gourmandise. Il a dit que c'était très prévenant de ma part, que peut-être il m'avait jugé trop durement. Il a sorti 2 verres de son bar personnel et a proposé que nous buvions ensemble. Vous avez bu avec lui? Non. Inna secoua la tête. J'ai refusé poliment en disant que je devais conduire, que je repasserais une autre fois pour trinquer ensemble. Mais j'ai insisté pour qu'il goûte immédiatement ce cognac exceptionnel. J'ai même ouvert la bouteille devant lui, j'ai versé un verre généreux. Il était ravi. Touché par mon geste, il ne se doutait de rien. « Mais comment avez-vous mis le poison si vous avez versé le cognac devant lui ?» Inna eut un sourire froid. Parce que le poison n'était pas dans la bouteille, il était déjà dans le verre. Gérard fronça les sourcils. « Comment est-ce possible ? Vous venez de dire qu'il a sorti les verres de son bar. » Inna se leva et marcha vers sa fenêtre. Voilà le détail que personne ne pouvait deviner. 2 jours avant, j'étais déjà venu au manoir avec un prétexte professionnel. Pendant qu'Ivan était occupé au téléphone, j'ai discrètement déposé quelques gouttes de mon mélange au fond de l'un de ses verres à cognac. Le poison s'est évaporé en laissant un résidu cristallin invisible au fond du verre. Quand on verse du liquide dedans, le résidu se dissout instantanément. C'est une technique que j'avais perfectionnée pendant des mois. Gérard comprit la sophistication diabolique du plan. Vous saviez qu'il utiliserait ce verre? Inna hocha la tête. Ivan avait 6 verres à cognac identiques dans son bar, mais il n'utilisait jamais que 2 d'entre eux, ses préférés, légèrement différents des autres par une petite gravure sur le pied. Je le savais parce que je l'avais observé pendant 2 ans. J'ai empoisonné les 2 verres pour être certaine. 1 sur 2, c'était suffisant comme probabilité et il a choisi le bon verre. Ou plutôt le mauvais pour lui. Inna retourna s'asseoir. Il a porté le verre à ses lèvres, il a bu une longue gorgée en fermant les yeux de plaisir. Il a dit que c'était effectivement un cognac exceptionnel. Puis je lui ai dit quelque chose. Quoi? Inna le regarda droit dans les yeux. Je lui ai dit de regarder sur son bureau. J'avais posé discrètement la photographie de ma famille pendant qu'il goûtait le cognac, la photo que vous avez retrouvée dans son dossier. Mais j'avais modifié quelque chose sur cette photo. Il a regardé et son visage a changé. Qu'aviez-vous modifié? Inna sortit son téléphone et montra à Gérard une image. C'était la même photographie familiale, mais avec une inscription ajoutée numériquement en bas, en russe et en français. Marseille, été 1995. Pour Nicolas et Sophie Sokolov. Justice pour les innocents. Vous vouliez qu'ils sachent pourquoi ils mouraient? Exactement. Inna se pencha en avant. Je voulais qu'ils comprennent, dans ces derniers moments, que ce n'était pas un accident, pas une mort naturelle. Que c'était la vengeance d'une petite fille qui l'avait détruite, que les péchés du passé finissent toujours par être payés. Qu'avez-vous fait ensuite? Je suis parti immédiatement. Il commençait déjà à avoir du mal à respirer. Le cyanure agit très vite. J'ai refermé la porte derrière moi et je suis sorti par le même chemin. Personne ne m'a vu, je suis rentré chez moi et j'ai attendu. Le lendemain matin, j'ai appris sa mort. C'était terminé. 20 ans d'attente, 20 ans de planification et c'était enfin terminé. Gérard resta silencieux un long moment. Puis il demanda doucement « Vous ne ressentez aucun remords ?» Inna le regarda avec des yeux vides d'émotion. « Du remords pour avoir tué un monstre ?»« Non, inspecteur, aucun. Si je pouvais revenir en arrière, je referais exactement la même chose, peut-être même pire. Cet homme a détruit ma famille, a poussé mon père au suicide, a causé la mort de ma mère, a volé mon enfance. Il méritait de mourir en sachant pourquoi, en ayant peur, en comprenant que la justice existe même quand la loi échoue. » Gérard se leva lentement. « Inna Levesque, je vous arrête pour le meurtre prémédité d'Ivan Charpentier. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. » Inna ne bougea pas. Elle resta assise, les mains croisées sur ses genoux, le visage impassible. « Je ne garderai pas le silence, inspecteur. Je veux que tout le monde sache ce qu'Ivan Charpentier a fait. Je veux que son nom soit sali comme il a sali celui de mon père. Je veux que ses petits-enfants sachent quel genre d'homme était leur grand-père. Un criminel en costume, un destructeur de vie. » Elle se leva avec dignité. « Je suis prête. Emmenez-moi. » Le procès débuta 3 mois plus tard au palais de justice de Lyon. L'affaire avait fait grand bruit dans la presse. Une vengeance orchestrée pendant 20 ans. Une fille devenue meurtrière pour venger ses parents. Les journaux ne parlaient que de ça. L'opinion publique était divisée. Certains voyaient Inna comme une criminelle froide et calculatrice. D'autres la considéraient comme une victime qui avait fait justice elle-même face à l'impunité d'un homme puissant. Le jour de l'ouverture du procès, la salle était bondée. Gérard était assis dans les rangs réservés aux témoins. Il vit Inna entrer, encadrée par 2 gendarmes. Elle portait un tailleur noir simple, les cheveux tirés en arrière. Son visage était calme, presque serein, comme si elle avait enfin trouvé la paix. L'avocat de la défense plaida les circonstances atténuantes. Il raconta l'histoire tragique de la famille Sokolov, la destruction méthodique orchestrée par Ivan Charpentier,
Le suicide du père, la mort de la mère, l'enfance volée d'Inna. Il parla d'une justice que la loi n'avait jamais rendue, d'un traumatisme qui avait détruit une vie. Il demanda la clémence. Le procureur fut impitoyable. Il décrivit un meurtre prémédité, planifié pendant des années avec une froideur glaçante. Il insista sur le fait que Inna avait eu toutes les opportunités de reconstruire sa vie, qu'elle avait fait des études brillantes, qu'elle avait réussi professionnellement. Rien ne justifiait qu'elle se fasse justice elle-même. La vengeance n'était pas une excuse pour le meurtre. Gérard fut appelé à la barre. Il raconta son enquête, les découvertes progressives, les aveux complets d'Inna. Quand l'avocat de la défense lui demanda ce qu'il pensait personnellement de cette affaire, il hésita longuement. Puis il dit d'une voix posée qu'il avait rarement rencontré un cas aussi complexe moralement, qu'il comprenait la douleur d'Inna sans pour autant excuser son acte, que la justice devait être rendue par la loi, pas par la vengeance personnelle, mais qu'il espérait que le tribunal tiendrait compte de toutes les circonstances. Tatiana fut également appelée à témoigner. Elle parla de son mari, de sa cruauté, de ses méthodes en affaires. Elle confirma qu'Ivan se vantait souvent d'avoir écrasé des concurrents sans pitié. Elle dit qu'elle ne justifiait pas le meurtre, mais qu'elle comprenait pourquoi Inna avait agi ainsi. Sa voix tremblait légèrement quand elle ajouta que parfois, les victimes d'hommes puissants n'ont pas d'autre recours que de prendre les choses en main. Boris et Yasmine refusèrent de témoigner en faveur de leur père. Leur silence en disait long sur ce qu'ils pensaient réellement d'Ivan. Varvara témoigna avec émotion. Elle raconta comment elle avait compris ce qui se passait, comment elle n'avait rien dit parce qu'une partie d'elle pensait que c'était justice. Le juge lui rappela sèchement qu'elle aurait dû signaler ses soupçons. Elle baissa la tête mais ne se rétracta pas. Quand vint le tour d'Inna de s'exprimer, elle se leva et parla d'une voix claire et forte. Elle ne nia rien, ne chercha aucune excuse. Elle raconta son histoire depuis le début, depuis l'arrivée de sa famille en France pleine d'espoir, jusqu'à la destruction systématique orchestrée par Ivan Charpentier. Elle décrivit la douleur de trouver son père pendu, l'horreur de perdre sa mère dans les flammes, la solitude glaciale de l'orphelinat et des familles d'accueil. « Je ne demande pas votre pitié », dit-elle en regardant les jurés droit dans les yeux. « Je sais ce que j'ai fait. J'ai tué un homme de sang-froid. Mais cet homme était un criminel qui n'a jamais payé pour ses crimes. Combien de familles a-t-il détruites au cours de sa carrière? Combien de vies brisées pour son profit personnel? La loi ne l'a jamais puni. Alors oui, je me suis fait justice moi-même, et je ne regrette rien. » Elle marqua une pause. « Si j'avais le choix, je referais exactement la même chose, parce que la vraie justice n'est pas toujours celle des tribunaux. Parfois c'est celle du cœur, celle qui rétablit l'équilibre quand la loi a échoué. Mon père et ma mère peuvent enfin reposer en paix. Et moi aussi. » Le silence dans la salle était assourdissant. Certains jurés avaient les larmes aux yeux. D'autres semblaient choqués par cette absence totale de remords. Le procureur se leva et demanda une peine exemplaire. 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre avec préméditation. L'avocat de la défense plaida pour une peine minimale compte tenu des circonstances exceptionnelles. Le jury se retira pour délibérer. Gérard sortit du palais et marcha dans les rues de Lyon. L'automne avait cédé la place à un hiver précoce. Les premières neiges tombaient doucement sur la ville, recouvrant tout d'un manteau blanc immaculé. Il pensait à cette affaire qui l'avait tant bouleversé, à Inna et sa vengeance glaciale, à Ivan et ses crimes impunis, à Tatiana et ses années de souffrance silencieuse. Où était la vraie justice dans tout ça? 3 jours plus tard, le verdict tomba. Le jury avait délibéré longuement, signe que la décision n'était pas simple. Finalement, Inna Levesque fut déclarée coupable de meurtre avec préméditation. Mais compte tenu des circonstances atténuantes exceptionnelles, de son passé tragique, de l'absence de dangerosité pour la société, elle fut condamnée à 6 ans de réclusion criminelle, la peine minimale possible pour ce crime. Le procureur sembla déçu, l'avocat de la défense soulagé. Inna, elle, n'eut aucune réaction. Elle hocha simplement la tête comme si ce verdict ne changeait rien pour elle. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Sa vengeance était accomplie. La peine qu'elle paierait maintenant était un prix qu'elle était prête à payer. En quittant le tribunal, elle croisa le regard de Gérard. Leurs yeux se rencontrèrent un instant et elle lui adressa un léger sourire. Un sourire triste mais apaisé. Puis elle fut emmenée par les gendarmes. Étienne Bonnard, le jardinier, fut également jugé pour complicité passive. Il avait admis avoir vu Inna entrer dans le manoir ce soir-là, mais n'avoir rien dit. Le tribunal fut clément. Il reçut 1 an de prison avec sursis. Boris et Yasmine furent blanchis. Leur projet de tuer Ivan n'avait jamais été mis à exécution. On ne peut pas condamner quelqu'un pour des pensées, aussi noires soient-elles. Ils héritèrent de la fortune Charpentier comme prévu. Quelques mois plus tard, Gérard apprit qu'ils avaient vendu l'entreprise et quitté la France pour s'installer au Portugal, loin des souvenirs et du scandale. Les semaines passèrent. L'hiver s'installait profondément sur Lyon. Gérard retourna à son travail quotidien,
d'autres dossiers, d'autres crimes, d'autres mystères à résoudre. Mais l'affaire Charpentier le hantait encore. Elle avait soulevé des questions auxquelles il ne trouvait pas de réponse satisfaisante. Un soir de décembre, il reçut un appel de Tatiana. Sa voix était douce et hésitante. Elle voulait le voir, lui parler. Ils se donnèrent rendez-vous dans un café du Vieux-Lyon, un endroit chaleureux avec des boiseries anciennes et une cheminée qui crépitait. Tatiana arriva emmitouflée dans un long manteau noir. Elle avait l'air plus légère qu'avant, comme si un poids énorme avait été retiré de ses épaules. Ils commandèrent du thé chaud et parlèrent longtemps. Tatiana lui raconta qu'elle avait décidé de vendre le manoir, trop de mauvais souvenirs, qu'elle allait s'installer dans un petit appartement en centre-ville, qu'elle avait commencé à reprendre des cours d'histoire à l'université, réalisant enfin le rêve qu'elle avait abandonné 30 ans auparavant. Gérard l'écouta avec un sourire. « Tu recommences ta vie à 54 ans, c'est admirable, Tania. » Elle rit doucement. « Mieux vaut tard que jamais, non ? J'ai perdu tant d'années dans cette prison dorée. Maintenant, je veux vivre pour moi, faire ce qui me plaît vraiment. Étudier l'histoire, lire, voyager peut-être, découvrir qui je suis vraiment sous toutes ces couches de soumission et de peur. » Ils restèrent silencieux un moment, regardant les flammes danser dans la cheminée. Puis Tatiana posa doucement sa main sur celle de Gérard. « Et toi, Gérard, comment vas-tu après tout ça ?» Il soupira profondément. « Cette affaire m'a beaucoup affecté, plus que je ne veux l'admettre. J'ai l'habitude des meurtres, des crimes horribles, mais celui-ci était différent. La frontière entre victime et coupable était tellement floue. Inna a fait quelque chose de terrible, mais je comprends pourquoi elle l'a fait. Ivan était un monstre qui n'a jamais payé pour ses crimes. Où est la justice dans tout ça ?» Tatiana serra sa main. « Peut-être que la vraie justice n'existe pas, Gérard. Peut-être qu'il n'y a que des choix difficiles et des conséquences. Inna a fait son choix. Elle paie maintenant. Mais au moins, elle a trouvé la paix. C'est plus que beaucoup de victimes n'obtiennent jamais. » Ils continuèrent à se voir régulièrement après cette soirée. D'abord pour prendre un café, puis pour des promenades dans le parc de la Tête d'Or, puis pour des dîners dans de petits restaurants discrets. Lentement, sans précipitation, quelque chose renaissait entre eux. Pas l'amour passionné de leur jeunesse, mais quelque chose de plus profond et plus solide. Une complicité forgée par le temps et les épreuves. L'année 2025 arriva. En mars, les anciens étudiants de la promotion d'histoire de l'université Lyon 2 organisèrent une réunion pour fêter les 35 ans de leur entrée à l'université. Gérard reçut l'invitation par courrier. Il la regarda longuement, hésitant. Puis il décrocha son téléphone et appela Tatiana. Sa voix familière résonna dans l'appareil. « Allô Gérard, comment vas-tu ?»« Bien, merci. Écoute, j'ai reçu une invitation pour la réunion des anciens de notre promotion. Tu l'as reçue aussi ? » ?»« Oui, ce matin. » Tatiana marqua une pause. « Mais je ne sais pas si j'y vais. J'ai quitté l'université après seulement 2 ans. Je me sentirais comme une intruse. » Gérard sentit son cœur battre plus fort. « Ne dis pas ça. Tu fais partie de cette promotion autant que n'importe qui. » Et puis, il hésita. « J'aimerais beaucoup que tu viennes. Avec moi. » Le silence à l'autre bout du fil sembla durer une éternité. Puis la voix de Tatiana, douce et émue. « D'accord, j'irai avec toi. » La soirée de retrouvailles avait lieu dans un restaurant élégant près de la place Bellecour. Quand Gérard et Tatiana entrèrent dans la salle, main dans la main, un murmure parcourut l'assemblée. Les anciens étudiants, maintenant tous dans la cinquantaine, se retournèrent pour les regarder. « Regarde, c'est Dulac et Tatiana Julien », chuchota quelqu'un. « Ils sont ensemble finalement ?» Après toutes ces années, murmura une autre voix. C'est tellement romantique, on se souvient tous comme Gérard était fou d'elle à l'université. Tatiana rougit légèrement mais garda la tête haute. Elle portait une robe bleue simple mais élégante qui mettait en valeur sa beauté mature. Gérard, à ses côtés en costume gris, la regardait avec une tendresse évidente. Ils passèrent la soirée à discuter avec leurs anciens camarades. Certains étaient devenus professeurs, d'autres avocats, journalistes, fonctionnaires. Chacun racontait son parcours, ses réussites et ses échecs. Les rides et les cheveux gris témoignaient du temps passé, mais les rires étaient toujours les mêmes qu'autrefois. Vers la fin de la soirée, un ancien camarade leva son verre. Un toast pour Gérard et Tatiana. Que votre histoire soit une preuve qu'il n'est jamais trop tard pour les vrais sentiments. Tous levèrent leur verre en applaudissant. Tatiana se pencha vers Gérard et murmura à son oreille « Tu savais qu'il réagirait comme ça ?» Il sourit. « J'espérais. Après tout, nous avons toujours été le couple qui n'en était pas un à l'époque. Maintenant, nous avons l'occasion de corriger cette erreur. » Quand la soirée se termina, ils marchèrent lentement dans les rues de Lyon. La nuit était douce pour un mois de mars, avec une brise légère qui portait le parfum du printemps naissant. Sans se concerter, ils se dirigèrent vers le parc de la Tête d'Or. Le parc était fermé à cette heure tardive, mais ils marchèrent le long de ses grilles, profitant du calme de la nuit. Ils arrivèrent de près d'un grand chêne centenaire dont les branches s'étendaient au-dessus de la rue comme un dais protecteur. Gérard s'arrêta sous l'arbre. « Tu te souviens de ce chêne ?» Tatiana leva les yeux vers les branches majestueuses. « Comment pourrais-je oublier ? Nous venions souvent ici après les cours.
Tu m'expliquais tes théories sur l'histoire, tes rêves d'enseigner. J'adorais t'écouter parler. Tu étais si passionné. Gérard prit ses mains dans les siennes. J'avais un autre rêve à l'époque, un rêve que je n'ai jamais osé réaliser, lequel je rêvais qu'un jour, sous ce chêne, je te demanderais de devenir ma femme. Mais je n'ai jamais eu le courage. J'avais peur que tu refuses, peur de perdre ton amitié. Alors j'ai attendu le bon moment qui n'est jamais venu. Puis, tu as épousé Ivan et mon rêve est mort. Tatiana sentit les larmes monter à ses yeux. Oh Gérard, si seulement tu m'avais parlé à l'époque, j'aurais dit oui sans hésiter. Mais nous étions jeunes et stupides, nous pensions avoir tout le temps du monde. Il la regarda intensément. Tu sais ce que je crois, Tania? Je crois que les vrais rêves n'ont pas de date d'expiration. Qu'ils attendent patiemment leur moment, même si ce moment arrive 35 ans plus tard. Il sortit de sa poche une petite boîte en velours. Les mains tremblantes, il l'ouvrit pour révéler une bague simple mais élégante, un saphir entouré de petits diamants. « Tatiana Julien », dit-il d'une voix émue, « cela m'a pris 35 ans pour revenir ici, et enfin te poser cette question. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Tatiana. Elle hocha la tête, incapable de parler pendant un moment, puis elle trouva sa voix. « Oui, Gérard, oui, 1000 fois oui. On dit qu'après 50 ans, la vie ne fait que commencer. Et c'est exactement ce qui se passe pour nous. » Gérard passa la bague à son doigt, puis la prit dans ses bras. Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés sous le vieux chêne, tandis que la ville dormait autour d'eux. Deux âmes qui s'étaient recherchées pendant des décennies et qui enfin se retrouvaient. Quelques mois plus tard, en juin 2025, ils se marièrent dans une petite cérémonie intime à la mairie du 2e arrondissement. Seuls quelques amis proches et d'anciens camarades de l'université étaient présents. Tatiana portait une robe crème élégante, Gérard un costume bleu marine. Quand ils échangèrent leurs vœux, il n'y avait pas de tristesse dans leurs yeux, seulement de la joie pure et de la gratitude pour cette seconde chance que la vie leur offrait. Après la cérémonie, ils organisèrent une petite réception dans le même restaurant où avait eu lieu la réunion des anciens. Les invités levèrent leurs verres pour porter un toast aux mariés. Un vieil ami de Gérard prit la parole. « Je connais Gérard depuis 35 ans. Je l'ai vu aimer Tatiana en silence pendant toutes ces années. Je suis heureux de voir qu'enfin, l'amour patient a été récompensé. À Gérard et Tatiana. Que votre bonheur dure aussi longtemps que votre attente. » Tous applaudirent et trinquèrent. Gérard se leva à son tour, tenant la main de Tatiana. « Je veux remercier tout le monde d'être venu célébrer avec nous. Cette histoire nous enseigne quelque chose d'important. Il n'est jamais trop tard pour réparer les erreurs du passé, pour dire les mots qu'on aurait dû prononcer il y a longtemps, pour vivre l'amour qu'on a laissé s'échapper. Tatiana et moi avons perdu 35 ans, mais nous avons aussi gagné 35 ans d'expérience, de maturité, de compréhension de ce qui compte vraiment dans la vie. Et maintenant, nous sommes prêts à vivre pleinement chaque jour qui nous reste. » Il se tourna vers Tatiana. « Je t'aime depuis l'âge de 19 ans. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. » Tatiana se leva et l'embrassa, sous les applaudissements de l'assemblée. Quand le soleil se coucha sur Lyon ce soir-là, les derniers invités partirent et Gérard et Tatiana se retrouvèrent seuls sur la terrasse du restaurant. Ils regardèrent la ville s'illuminer progressivement, les lumières scintillant comme des étoiles terrestres. « Nous avons vraiment une seconde chance, n'est-ce pas ?» murmura Tatiana. Gérard l'enlaça tendrement. « Oui, et cette fois, nous ne la gâcherons pas. » Quelque part dans une prison à quelques kilomètres de là, Inna Levesque regardait aussi le coucher du soleil à travers les barreaux de sa cellule. Elle pensait à ses parents, à la justice qu'elle avait enfin obtenue, au prix qu'elle payait maintenant, mais elle ne regrettait rien. Son histoire était terminée, sa mission accomplie. Pour Gérard et Tatiana, une nouvelle histoire commençait, une histoire d'amour qui avait attendu 35 ans pour s'épanouir. Preuve que le temps ne tue pas les vrais sentiments, il les affine seulement, et que parfois, les plus belles histoires sont celles qui prennent toute une vie pour se réaliser. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à mettre un pouce levé et à nous laisser un commentaire avec vos réflexions. Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle histoire qui touchera votre cœur.